Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo entraînement. On se retrouve un peu dans la Mecque du cyclisme, à la croisée des chemins entre le col des Aravis, le col des Saisies ou le Cormet de Roseland. Pour les VTTistes derrière, c'est plein de singles, c'est pas mal non plus. Aujourd'hui, on va pas trop parler de physiologie, on va plutôt parler presque de philosophie de l'entraînement. On sait que s'entraîner dur, c'est important. Mais pour performer le jour de course, on doit aussi s'entraîner intelligemment. Souvent on entend j'ai fait le job, j'ai bien borné, mais derrière ces expressions, qu'est-ce qui se cache? On devrait plutôt dire j'ai fait les choses correctement pour atteindre mes objectifs. Alors que ce soit finir une course, par exemple l'étape du Tour, comme aller performer sur un championnat de France ou sur une compétition très très importante. Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression faire les choses correctement? on peut définir, on peut définir différents fondamentaux de l'entraînement sur lesquels porter notre attention et essayer de rationaliser la démarche d'entraînement. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti. Une des premières règles d'or est la régularité de l'entraînement. Pour progresser jusqu'à la course majeure de la saison ou la sortie majeure de la saison, seule la régularité dans la pratique cycliste permettra la mise en place d'adaptations vers plus de performance. Il vaut mieux s'entraîner un peu tous les jours qu'effectuer par exemple un week-end trop dense, nécessitant des durées de repos trop longues. D'ailleurs, lorsqu'on débute le cyclisme, certaines périodes de la saison ne sont qu'en fin de compte un entraînement vers plus d'entraînement. Dans une seconde partie de la saison, ce sera de l'entraînement vers plus de performance. La régularité, écoutez, c'est un précepte de base qui doit trotter dans notre tête d'entraîneur à partir du moment où on commence à créer des plans d'entraînement, on commence à remplir des emplois du temps. Des emplois du temps sur lesquels souvent il y a ou un travail, il faut de la place pour la famille, ou il y a peut-être l'école. D'accord? On n'a pas tous cette chance d'avoir des cyclistes professionnels à entraîner. Et il faut quand même garder en tête que des fois, il vaut mieux proposer une séance de courte durée, 30 minutes par exemple, plutôt que pas d'entraînement tout court. En 30 minutes, on peut faire plein de choses. On peut, par exemple, travailler la qualité du coup de pédale avec des exercices de force ou d'hypervélocité. On peut faire un travail fractionné d'allure de course ou vraiment de développement de PMA. Et puis, si vraiment on sait que le cycliste qu'on entraîne a des petits soucis du point de vue préparation physique, du point de vue, par exemple, souplesse, on peut peut-être lui proposer de faire 10 minutes d'échauffement sur home trainer, 10 minutes de gainage, puis 10 minutes d'étirement, par exemple en appuyant bien sur la face postérieure des jambes, les mollets, les ischios, les fessiers, et ce sera 30 minutes vraiment rentable. Concernant l'adaptation, Platonov reste celui qui a le mieux compris ce concept. Il écrivait: l'adaptation est un processus d'accoutumance de l'organisme aux contraintes du milieu dans lequel il évolue. Les stimuli de l'entraînement sollicitent une réaction organique, psychique et affective, une adaptation vers plus d'entraînement. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter quelque chose à ça? L'adaptation, c'est vraiment quelque chose sur lequel moi j'aime m'appuyer. Essayer de rendre rustique le sportif que j'entraîne. C'est-à-dire qu'il soit capable de faire des efforts dans une météo comme aujourd'hui où il fait super beau, il n'y a pas de vent, il fait une température tout à fait agréable, mais qu'il soit capable aussi d'évoluer avec des conditions vraiment médiocres, du froid, de l'humidité. Et ça, à mon sens, c'est vraiment important. C'est important du point de vue physiologique, d'accord? Parce que si on s'entraîne un peu par tous les temps, ça veut dire qu'on est régulier à l'entraînement. Et il y a des fois, on a des semaines d'entraînement vraiment pourries, mais aussi du point de vue mental. Prenons un exemple, un cycliste ou un triathlète qui ne roule jamais sous la pluie, qui tout de suite se met sur son home trainer dès qu'il y a de nuages. Ça, souci, c'est que le jour où il va être en compétition avec une chaussée détrempée, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne saura pas piloter, il ne saura pas gérer son habillement, son alimentation, il ne saura pas gérer, par exemple, un peloton, l'évolution d'un peloton dans des conditions météo qui sont pourries. Le fait d'aller faire des séances sous la pluie, c'est pas juste dire je suis un gros dur, mais c'est acquérir une capacité, une qualité de pilotage, par exemple, qui vous évitera d'aller tâter du bitume en compétition et donc d'être sur une ligne de départ confiant, mentalement confiant de ce que vous êtes capable de faire parce qu'on a roulé 5, 10, 15, 20 fois sous la pluie sur des chaussées humides et on sait gérer son freinage, frein avant, frein arrière. On sait gérer, on n'a pas peur de prendre des virages avec un petit peu d'angle. On est capable d'anticiper les plaques d'égout, les lignes blanches, les passages piétons pour éviter de finir par terre. Ça, c'est vraiment important. Et cette adaptation, elle passe vraiment par là.
être capable de dire, ok, aujourd'hui c'est pas tout à fait les conditions de course ou les conditions d'entraînement idéales, mais je sais faire, j'ai déjà fait. Concernant l'idée de surcharge, il faut une intensité minimale pour engendrer de la fatigue dans l'organisme et donc des adaptations vers plus de performance. Des séances souples sont nécessaires, mais il faut aussi pouvoir mettre de l'engagement pour générer des progrès. Bien sûr, cet engagement doit être maîtrisé, voire chiffré, afin de ne pas mettre continuellement l'aiguille du contour dans le rouge. Une intensité minimale permet une légère progression, mais plus certainement une stabilisation des qualités. L'intensité optimale permet une progression maximale. Une intensité et une charge trop importante amènent le sportif, le cycliste, vers un surentraînement. Parlons de surentraînement. Je vous conseille de respecter certains paliers de progression. L'évolution des durées, des intensités, des charges d'entraînement doit être chiffrée et monitorée, quel que soit l'âge et le niveau de pratique. Le monitoring de la charge d'entraînement est nécessaire pour quantifier l'évolution de la pratique à partir des chiffres. L'utilisation d'une plateforme, par exemple comme TrainingPeaks, permet d'avoir une visualisation graphique de la progression du sportif, mais aussi des chiffres, des datas qu'on peut consulter régulièrement lorsqu'il faut prendre une décision sur l'aménagement ou non d'une séance. La progressivité est probablement une des idées centrales de la conception de l'entraînement. D'ailleurs, si vous suivez mon cours sur l'entraînement d'altitude, l'entraînement en hypoxie, vous vous rendez bien compte que si on n'est pas assez progressif dans la charge d'entraînement, dans les intensités demandées, on va casser toute la cascade d'adaptation que permet l'altitude. La progressivité lors de la première semaine de stage en altitude, si on va trop vite, trop fort, on amène tout de suite le sportif dans du surentraînement, dans une trop grosse fatigue, l'organisme refusera de s'adapter. La progressivité est aussi quelque chose à garder en tête, d'autant plus si vous avez des jeunes cyclistes à l'entraînement. Euh, Parce que rapidement, ils peuvent emballer le moteur, mais les adultes aussi. Hein. Avec les réseaux sociaux, certains veulent très rapidement se rapprocher des standards d'entraînement, des volumes d'entraînement de sportifs professionnels, que ce soit des cyclistes ou des triathlètes. Il faut quand même garder en tête qu'un athlète de haute performance, euh, c'est son métier, quoi. Sa vie tourne autour du sport. Et que peut-être que dès ses plus jeunes catégories, il est rentré en sport d'études et on a commencé à le faire rouler 6 heures, 8 heures, 10 heures par semaine. Il est passé dans les catégories espoir, dans des clubs, dans des équipes de DN ou en élite. Et puis, on a commencé à rouler 12-15 heures par semaine. Et puis, finir avec des volumes d'entraînement de 20-25 heures. Et puis, par exemple, chez les triathlètes professionnels, ça peut aller même des fois au-delà des 30 heures. Ça s'est construit petit à petit. On ne décrète pas du jour au lendemain, début de saison, allez, cette année, je me cartonne, c'est 20 heures d'entraînement, 20 heures de sel par semaine. Ça ne se fait pas comme ça. D'ailleurs, en plus, un sportif professionnel, lorsqu'il ne s'entraîne pas de manière active, il le fait aussi de manière passive. Il le fait de manière passive avec des moyens de récupération. Et ça, lorsqu'on n'est pas professionnel, lorsque nos 24 heures d'une journée ne tournent pas que autour de l'entraînement et du sport, c'est un peu compliqué. Lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on est au travail, lorsqu'on a une famille, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. L'alternance surcharge, c'est-à-dire l'entraînement, les séances au repos. L'entraînement, ça fatigue, d'accord ? Et seule la récupération va vous permettre d'exprimer vos progrès. Même avec une grosse expérience, en tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur, des fois on fait des erreurs. Et on peut se retrouver dans des situations un petit peu particulières où le cycliste ne progresse plus, où le triathlète ne progresse plus. Et lorsqu'on prend un peu de recul, l'étude des planifications montre souvent ou une absence de récupération, ou dans tous les cas, une récupération beaucoup trop faible. Tous les jours, le sportif se donne pour son sport et ne se laisse pas le temps d'assimiler l'effort qui a été réalisé auparavant. Et encore une fois, toujours en prenant du recul, des fois, après l'analyse de cette planification, on va se rendre compte, si on note un petit peu les retours du sportif, que ces retours, en général, ça faisait déjà quelques temps qu'ils étaient négatifs. J'ai les jambes lourdes, j'ai pas très faim, je m'énerve un peu vite, ou des trucs vraiment typés cyclisme, hein. J'arrive pas à emmener de braquet, j'ai mal aux jambes, ça brûle. Pour les vététistes ou les cyclocrossman et woman, aujourd'hui, je pilote pas bien, je me fais secouer, c'est pas moi qui conduis le vélo, c'est le vélo qui me conduit. D'accord ? Ces retours négatifs, déjà, sont des petits indices du fait qu'on part vers du surentraînement, ou comme Maria Simon, l'entraîneur américaine Maria Simon, appelle ça de la sous-récupération.
On fait attention parce qu'à minima, ça pourrait être des risques de blessure. Si on récupère et qu'on soigne, on ne sera plus blessé. Mais à maxima, ça pourrait être vraiment un surentraînement aigu qui fait qu'il nous faut beaucoup de temps pour récupérer et pour revenir au niveau et accepter, assumer des charges d'entraînement importantes et progresser. L'individualisation. Probablement pour moi une des règles les plus importantes en matière d'entraînement avec les deux règles dont on va parler juste après. Parce que chaque être humain est unique, chaque sportif possède ses propres spécificités. L'entraîneur doit être capable de créer des stimuli d'entraînement qui sont vraiment personnels pour obtenir des progrès. Il faut garder à l'esprit qu'une méthode peut être très efficace chez un cycliste, mais peu chez un autre. On a tendance à dire que, notamment lorsque on fait la différence d'entraînement hommes et femmes, que oui, bah, les femmes, on peut les entraîner comme des hommes. On verra un petit peu plus loin dans les cours sur l'entraînement cycliste que c'est pas du tout le cas. Tous les sportifs en plus n'ont pas le même niveau au départ, n'ont pas les mêmes facilités, par exemple en matière d'endurance, en matière de force ou en matière de pilotage. Le niveau d'expertise du cycliste va permettre notamment d'aller un petit peu plus dans le détail pour essayer de viser l'excellence. Pour individualiser l'approche avec un cycliste, eh ben, il faut étudier un petit peu son cobaye. Il faut le comprendre. Alors, il faut le comprendre autant physiologiquement, parce que certains sportifs par exemple, réagissent très bien à certains types d'efforts et réagissent très mal à d'autres types d'efforts. D'ailleurs, là, je vous invite à regarder ma vidéo sur l'entraînement d'altitude, où on a des sportifs par exemple, qui réagissent très bien à l'entraînement d'altitude et d'autres qui réagissent très mal, et à qui il faut dire attends, stop, on arrête l'entraînement d'altitude, c'est pas fait pour toi. Là, c'est un peu pareil avec les cyclistes. Certains cyclistes vont réagir très bien à certains types d'efforts, d'autres très mal. Mais aussi le comprendre du point de vue psychologique. On ne peut pas avoir le même discours avec tout le monde. Donc ça, c'est important et ça demande du temps. Personnellement, c'est la première chose que je fais avec le sportif. Si on discute, c'est quoi ta vie? C'est quoi tes conditions d'entraînement? C'est quoi ton travail? C'est quoi tes études? euh, Comment tu vois le vélo dans ta vie? Est-ce que c'est juste une occupation? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te donnes vraiment à fond? Ça me semble particulièrement important. Pour conclure sur l'individualisation, il me semble quand même essentiel de préciser deux, trois trucs pour les entraîneurs. L'individualisation, c'est vrai que souvent on s'assoit un petit peu dessus à partir du moment où on a un peloton de 8, 10, peut-être 15 cyclistes. Mais c'est vraiment ultra important à partir du moment où on encadre un peloton qui est mixte ou un peloton qui est jeune. Si on a des jeunes, minimes, cadets, eh ben, on pourra avoir des cyclistes des fois qui seront prépubères, d'autres qui seront en pleine puberté, d'autres qui seront prépubères. Et si chez les minimes, entraîner des garçons et des filles, ça pose pas encore trop de soucis parce que les filles ont une force musculaire et une endurance qui est très bonne par rapport aux garçons parce qu'elles sont un petit peu en avance vis-à-vis de la puberté. Après la puberté, les garçons, dans tous les cas, seront plus forts. Et même si on prend le VO2 max rapporté au poids de corps, les garçons sont toujours un petit peu devant, pas très loin, mais ils sont toujours devant de 10 à 15% par rapport à une fille. Donc même si une fille est plus légère, elle aura toujours un léger déficit, par exemple, dans l'utilisation de l'oxygène dans un effort maximal. Donc on est obligé d'individualiser. Et il y a un moment, moi je me bats personnellement pour faire en sorte que les filles, on ne les entraîne qu'entre filles. On peut de temps en temps mettre des loups dans la bergerie, mettre des hommes, des garçons dans un peloton féminin, mais parce qu'on sait que ces garçons n'ont pas un niveau extraordinaire et vont quand même vont être juste un tout petit peu meilleurs que les filles et donc vont les tirer vers le haut. Mais on imagine une cadette qui court en Coupe de France des départements et un cadet qui court en Coupe de France des départements. Si on les met ensemble, on les fait s'entraîner ensemble, ou le garçon va s'embêter parce qu'il est vraiment plus fort, il va vraiment être obligé de rouler avec le frein à main, ou la jeune fille va faire le drapeau derrière et va se cramer très très rapidement. Faites très attention à ça. Un peloton jeune et un peloton mixte, on est obligé d'individualiser la charge d'entraînement, qu'est-ce qu'on demande, on est obligé d'individualiser les récupérations et des fois, du point de vue pédagogique, on est vraiment obligé de séparer garçons et filles malheureusement pour proposer quelque chose de très spécifique garçon, quelque chose de très spécifique fille. La spécificité. Il va de soi que pour progresser en cyclisme sur route, il faut le pratiquer. Les efforts, les gestes spécifiques, réalisés à une intensité elle-même spécifique, sont garants d'une progression. On suit une approche méthodique d'optimisation par la répétition dans des conditions de pratique très proches de la réalité compétitive. C'est parfois un petit peu compliqué en cyclisme sur route, en cyclisme en peloton, mais
Notamment avec des jeunes cyclistes, on peut réussir à créer des situations de simulation d'entraînement sur route. Pourtant, nous pouvons piocher habilement dans les autres pratiques du cyclisme, on verra ça un petit peu plus tard avec la variabilité, parce que par exemple la pratique du VTT va donner des compétences en matière de pilotage par exemple. Dernière règle, la variabilité. Euh, la routine tue le progrès. Sachez vous surprendre, sachez vous laisser surprendre, ne restez jamais cantonné à un type d'exercice, à un type d'effort, à un type de pratique ou un type de parcours. Il faut surprendre l'organisme pour obtenir une adaptation. On peut par exemple utiliser l'expression sortir de sa zone de confort pour devenir plus rustique, plus solide, adaptable à différentes situations que vous propose le cyclisme moderne. Le travail d'un entraîneur tourne naturellement autour de ces concepts d'entraînement et notamment sur la spécificité d'un côté pour progresser en vue d'un objectif précis, mais aussi la variabilité en venant chercher, comme je vous l'expliquais juste avant, des qualités de pilotage grâce au VTT. Le cyclisme sur piste permet de rouler en ouvrant un petit peu plus son champ de vision à cause de l'absence de frein et de roue libre. La cadence en plus est un petit peu plus élevée, donc ça permet d'acquérir des qualités de vélocité qui font parfois défaut. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher autre chose pour progresser en vue d'un objectif, lui par contre, très précis. Nous terminons sur la spécificité et la variabilité de la pratique. Je mets ça à la fin parce que c'est quand même quelque chose où on est obligé de faire un peu du essai-erreur. Spécificité, je viens de vous l'expliquer, c'est-à-dire que pour être bon sur un parcours roulant, il faut faire du roulant. Pour être bon en montagne comme ici, on fait de la montagne. Mais d'un autre côté, à ne faire que du vélo de route, il y a des fois, on a peut-être des lacunes en termes de pilotage. À ne faire que de la piste, on aura peut-être des problèmes pour tourner à gauche. C'est tout bête, hein, mais c'est réel. Ne faire que du VTT, ça vous donnera peut-être des qualités de pilotage, mais dans l'évolution dans un peloton, vous aurez peut-être des manques que vous obtiendrez en roulant sur route ou sur piste. Donc si à l'approche d'un événement important dans la saison, on doit être vraiment dans la spécificité. C'est une compétition roulante, on fait du roulant, on s'entraîne là-dessus. C'est une compétition vallonnée, je m'entraîne là-dessus, je fais du VTT, le parcours est réputé technique, je travaille ma technique en descente, sur du franchissement, sur du saut. Mais ça, c'est parce qu'on est sur la période préparatoire à la compétition. On en parlera dans une prochaine vidéo où je traite de la planification. Mais peut-être qu'en amont, et peut-être que juste après ces gros événements, sur des périodes d'entraînement un petit peu plus soft, on va chercher justement cette variabilité. On va peut-être emmener les routiers faire un petit peu de VTT. Moi, tous les étés, les routiers font un petit peu de VTT et je les incite très fortement à faire du cyclocross. Même si l'objectif de compétition n'est pas là, même s'ils n'aiment pas trop, j'essaie de faire en sorte qu'ils en fassent un petit peu parce qu'il y a toujours à apprendre. J'essaie de faire en sorte aussi que les VTTistes fassent un petit peu de route pour apprendre à évoluer sur la chaussée et évoluer en peloton. J'essaie aussi de faire en sorte qu'ils aillent faire un petit peu de piste. Ça, c'est un de mes grands chantiers pour l'hiver prochain. Emmener des VTTistes sur un vélodrome. Grâce au comité Haute-Savoie, ça pourrait être possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours à apprendre dans chacune des pratiques. À partir d'un certain âge, bien sûr, on va se spécialiser. Mais n'oubliez pas que les VTTistes de très haut niveau font à peu près 50% de VTT, 50% de route. D'accord ? Et malheureusement, les cyclistes sur route, en général, ils ne font que 100% de route et ils ne mettent pas assez les pieds sur les pédales d'autres types de vélos pour progresser différemment. Et bien voilà, ça m'a fait plaisir de partager quelques minutes avec vous pour parler de ces principes. Ces principes, moi, qui dictent ma manière d'entraîner depuis maintenant 20 ans, qu'on m'a appris à la fac. Au début, j'y voyais pas trop l'intérêt, mais en regardant précisément ce que c'était, je me suis rendu compte que si je voulais entraîner correctement en respectant l'intégrité physique du sportif, en respectant sa vie de manière générale, le fait qu'il ne puisse pas faire que de l'entraînement, qu'il ne puisse pas faire que du cyclisme, qu'il a peut-être des conditions de récupération qui sont peut-être pas optimales, d'un seul coup, ça a éveillé 2-3 choses en moi. J'espère que ça vous amènera aussi à réfléchir un petit peu à la manière dont vous construisez des plans d'entraînement pour vos cyclistes, voire des triathlètes, ou que si vous êtes cycliste et que vous gérez vous-même votre entraînement, ça va réveiller 2-3 choses en vous et que vous allez faire peut-être attention, vous allez peut-être a posteriori comprendre certaines erreurs que vous avez pu faire auparavant. N'hésitez pas à me poster des commentaires juste en dessous, à me poser des questions, j'essaye d'y répondre le plus vite possible. Je vous remercierai aussi de liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous la likez pas, c'est pas grave, hein. N'hésitez pas à m'expliquer pourquoi vous n'aimez pas la vidéo. Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je bafouille? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il n'y a aucun souci, moi je le prends vraiment pas mal.
Je vous remercierai aussi de partager cette vidéo au plus grand nombre sur les réseaux sociaux, que ce soit à des collègues entraîneurs ou à vos sportifs, pour essayer d'échanger au maximum sur ce thème. Je vous remercierai aussi de vous abonner à la chaîne azurperformance.fr. Comme ça, vous pourrez recevoir les notifications de mise en ligne des nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement. À la prochaine.